וזכני לגדל בנים ובני בנים חכמים ונבונים אוי אבי השם ידי אלוקים אנשי אמס זרע קודש בהשם דבקים
Comité français pour Yad Vashem. La mémoire a de l'avenir. Dis grand-père, c'est quoi le comité où tu vas ? Ce comité, c'est une association que l'on a créée il y a 30 ans, bien avant que tu naisses, pour être un relais de Yad Vashem en France. Mais c'est quoi Yad Vashem ? C'est l'Institut international pour la mémoire de la Shoah à Jérusalem. Il a pour but de perpétuer le souvenir des 6 millions de Juifs assassinés par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. En France, 76 000 Juifs ont été déportés. Seuls 3 943 ont survécu. Parmi eux, aucun enfant. Concrètement, que fait Yad Vashem ? Parmi ses missions essentielles, la commémoration des victimes et la collecte de leurs noms, la recherche et l'enseignement de l'histoire du peuple juif pendant cette période et la reconnaissance des justes parmi les nations. C'est qui les justes ? Tu sais, pendant la guerre, les Juifs étaient persécutés uniquement parce que Juifs. Heureusement, des non-Juifs, au péril de leur vie, les ont parfois protégés et sauvés. Pour leur rendre hommage, Yad Vashem leur décerne la plus haute distinction civile de l'État d'Israël, le titre de juste parmi les nations. Alors moi je suis le fils d'Étienne et d'Henriette. Et voilà Lily qui a été sauvée donc par mes parents dans le sud de la France, à côté de Carcassonne, à Arzens. Comment vous êtes retrouvés ? Non mais on ne s'est jamais quitté. Jamais. On ne s'est jamais quitté. Jamais, Donc, c'est ma Vous famille. êtes restés toujours comme ça ? tout à fait, toujours, oui. C'est ma Oui. famille de cœur. C'est comme ma deuxième mère. Vous savez, moi j'ai perdu ma mère à l'âge de 10 ans et demi et je me suis retrouvée à Vrol dans une famille qui m'a presque adoptée. Oui. C'est une gamine qui est toute seule. Elle a besoin de manger, elle a besoin de vivre. Et on l'a gardée. On n'a pas cherché plus loin. La médaille des justes. La récompense. Récompense, oui. On n'a pas fait pour être récompensé, mais enfin, ça fait quand même plaisir de la recevoir. Comment ça se passe ? En France, les Juifs sauvés contactent le Comité français pour Yad Vashem et, avec notre aide, constituent un dossier de demande de reconnaissance. Puis, à l'examen de ce dossier, Yad Vashem à Jérusalem décide de l'attribution du titre de juste. Il y a combien de justes en France ? À ce jour, on en compte plus de 4000. Cependant, beaucoup resteront anonymes, car ils ont agi sans qu'on le sache. Identifiés ou anonymes, depuis 2007, ils ont tous leur place au Panthéon. Qu'est-ce qu'on fait d'autre pour les remercier ? D'abord, nous organisons partout en France les cérémonies de remise de médailles des justes parmi les nations avec l'ambassade d'Israël. Tu sais, ce sont des moments très émouvants. Si mes sentiments sont allés à ceux qu'ensemble nous avons pu aider, mes pensées vont à ceux que nous aidons n'ont pas pu sauver. C'est à eux que je voudrais dédier cette cérémonie. Et je terminerai qu'avec deux simples mots, n'oublions jamais. Tu m'as recueilli, bébé de 6 semaines, et caché jusqu'à la fin de la guerre. Je me rends compte de la chance que je te dois, non seulement de ne pas avoir pris le chemin des camps de la mort, mais de vivre une petite enfance presque normale, alors que des centaines de milliers d'enfants juifs ont été fauchés, martyrisés et assassinés. Et pour qu'on se souvienne toujours de ce qui s'est passé, nous encourageons les villes à créer des lieux porteurs de mémoire. C'est pour cette raison que depuis 2012, nous avons créé le réseau des villes et villages des Justes de France. 140 villes et villages dans toute la France ont choisi d'honorer les justes parmi les nations et d'autres communes le feront bientôt. Les hommes et les femmes passent. C'est pourquoi les maires de France ont donné un lieu qui reste, qui donne à réfléchir. Vous faites quoi d'autre dans ce comité ? Éduquer et transmettre est une autre de nos missions. Nous voulons contribuer à l'enseignement de la Shoah. Pour former les enseignants français à transmettre ce sujet, depuis 2017, nous les invitons à participer à des séminaires à l'École internationale de Yad Vashem.
Et beaucoup de professeurs ont déjà suivi cette formation? Oui, des centaines d'enseignants de primaire, collège, lycée. Grâce à ces formations, ils reviennent avec des outils pédagogiques qui les aident à développer des projets pour leur programme d'histoire et d'éducation morale et civique. Super, moi aussi je veux vous aider. Tant mieux, car bientôt, ce sera à ton tour de transmettre. Comité français pour Yad Vashem. La mémoire a de l'avenir. Vous êtes mes héros. Vous avez bravé les grèves, les conditions d'une ville en état de siège pour être tous là, et je dois dire que vous voir tous réunis, voir cette salle où quasiment tout le monde est là, c'est exquis. Alors je vous ai réservé une surprise. Yad Vashem compte beaucoup d'amis. Parmi ses amis, il y a la SNCF. Et ce soir, nous avons une table de cheminots. Si vous avez des choses à leur dire, n'hésitez pas à aller les voir. Ne bousculez pas les femmes et les enfants. Allez les voir, ils vous accueilleront. Madame le Premier ministre, Madame le ministre de la Défense, Monsieur le ministre chargé des collectivités territoriales, Madame l'ambassadeur, Monsieur le grand rabbin, Mesdames et Messieurs, chers amis, 30 ans, le Comité français pour Yad Vashem a 30 ans. 30 ans, il me semble que c'est le temps d'un bilan et le temps de remercier. Vous le savez, personne ne ressort jamais indemne d'une visite à Yad Vashem. Je ne suis pas ressorti indemne de Yad Vashem lors de ma première visite en 1971, ni d'aucune autre visite depuis près de 50 ans. Dressé à Jérusalem sur le mont du Souvenir, Yad Vashem est d'abord dédié à la mémoire des 6 millions de victimes de la Shoah. Mais depuis sa fondation, vous l'avez vu dans le film qu'on vous a présenté, Yad Vashem honore également les justes parmi les nations, toutes ces personnes identifiées ou restées anonymes qui, au péril de leur vie, ont continué d'incarner les valeurs d'humanité et de fraternité dans une Europe revenue à la bestialité et à la sauvagerie, une Europe qui avait perdu son âme et tourné le dos à ses valeurs. Et puis enfin, Yad Vashem enseigne et transmet pour que la mémoire du passé nous préserve de nouveaux désastres. Parce que ces combats sont essentiels, parce que cette mémoire est en moi, c'est pour leur choix de relayer et prolonger en France ces missions du Mémorial de Jérusalem que je souhaite tout d'abord remercier, honorer les fondateurs. Charles Corrin, Sylvain Camp, Joseph Zoberman et quelques autres. D'avoir décidé il y a 30 ans, en 1989, la constitution de notre comité. Depuis le premier jour, leur combat a été incarné par notre premier président, Samuel Pisar, militant de la mémoire et des droits de l'homme, dont le soutien indéfectible à Yad Vashem, à Jérusalem et en France, a été poursuivi par sa famille, et notamment par son épouse, Judith, sa fille, Léa, que nous avons l'honneur et l'amitié, qui nous font l'honneur et l'amitié de leur présence ce soir. Judith et Léa, vous ne le savez pas encore, pour vous remercier de votre précieux soutien, notre bureau a décidé, en mémoire de Sam, et aussi pour votre action à toutes deux, de vous nommer membre d'honneur du Comité français pour Yad Vashem.
À la mémoire de Sam, je souhaiterais également associer celle de Maxi Librati, l'un des derniers survivants, disparu le 29 mars dernier, après une vie consacrée à créer le beau et à faire le bien. Revenu à peine 18 ans des camps de la mort, Maxi est devenu un très grand créateur de mode. Mais jamais sa renommée internationale ne lui a fait oublier de là où il était revenu. Drapé dans un cœur exceptionnel, il incarnait l'humilité et tous ceux qui l'ont connu, et pour tous ceux qui l'ont connu, il éclairait la vie de sa bonne humeur, de sa bienveillance, de sa générosité. Nous lui devons tant. Merci Maxi. 30 ans de vie et de construction pour notre comité, ce sont bien sûr mes prédécesseurs, et notamment Richard Prasquier et Paul Schaeffer, que j'ai le plaisir de saluer ce soir. Ce sont également les membres du bureau et les permanents qui, jour après jour, avec fidélité et constance, animent, gèrent, portent le comité et assurent le développement de ses activités. Ce sont encore ces bénévoles, à Paris et en province, au début des anciens déportés, puis des enfants cachés, désormais également leurs enfants et même leurs petits-enfants, qui consacrent depuis tant d'années tout ou partie de leur temps pour aider à retrouver des victimes, pour permettre que soient honorés les justes parmi les nations de France, ces héros de la vie et de la dignité humaine qui ont largement contribué à sauver les 3/4 des Juifs de France. Ces bénévoles nous assistent également pour conduire nos missions d'éducation et de transmission par le réseau des villes et villages de France, inauguré par Paul Schaeffer, qui sait l'affection toute particulière, j'allais dire quasi filiale, que je lui porte. Alors, et sur l'initiative et sur la parole de Monsieur le Grand Rabbin, qui veille sur tout, je vous demande, mesdames et messieurs, d'applaudir Paul Schaeffer qui vient de fêter son 95e anniversaire. Monsieur le Grand Rabbin va le prendre dans ses bras, je commente. Voilà. Merci Paul, tu sais combien nous t'aimons tous et combien nous te devons. Ce réseau qui compte désormais les plus grandes villes du pays, ne serait pas, tout simplement ne serait pas, sans son président depuis l'origine, Thierry Vincent, maire de Saint-Amand-Montrond, malheureusement empêché d'être avec nous ce soir, et de sa présidente d'honneur, Eliane Vauquier-Motte, qui est là, maire du Chambon-sur-Lignon, village symbolique que vous connaissez tous, village du sauvetage collectif, le seul village, enfin, l'un des 2 seuls villages en Europe, honoré d'un diplôme décidé par Yad Vashem pour l'action collective de sa population, sous la conduite de son pasteur André Trocmé, qui a caché et sauvé plusieurs milliers d'enfants dans les fermes du village, dans les fermes des hameaux, dans toutes les fermes de ce plateau, au cœur de la Haute-Loire. Mais toutes ces actions décrites par ce monsieur à son petit-fils dans le film que vous venez de voir ne seraient pas possibles sans le soutien fidèle et bienveillant de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, et aussi, je dois le dire, sans votre soutien à vous tous. Vous tous que je souhaite aujourd'hui remercier du fond du cœur pour votre aide constante. J'y insiste parce que non seulement je vous suis reconnaissant, mais mieux que cela, je suis fier de vous.
Je suis certain que nombre d'entre vous, peut-être pas tous, ne sont pas désespérés que le président de la République tienne ses promesses, et parmi celles-ci, l'évolution de la fiscalité du capital et le remplacement de l'ISF par l'IFI. Mais en même temps, en même temps qu'elle a contribué à rétablir la confiance des investisseurs, cette évolution a parfois affecté la générosité et donc déséquilibré certains budgets associatifs. Vous tous, je suis fier de vous. Votre soutien n'a pas tremblé. Au contraire, en augmentant encore, il nous permet, d'année en année, de renforcer notre action, notamment éducative, en offrant à toujours plus d'enseignants la possibilité de suivre les séminaires de l'Université internationale de Yad Vashem à Jérusalem. Cette action est fondamentale et nous devons la poursuivre. Votre soutien est un encouragement. C'est pourquoi je vous remercie à nouveau de votre effort prolongé. Et ce soir, tout de suite, maintenant, de l'accueil chaleureux que vous allez réserver aux jeunes filles qui vont passer parmi vous pour recueillir le produit de votre engagement et de votre générosité. Leurs sourires, leurs beaux sourires, sont l'expression la plus sincère de notre gratitude. Je vous remercie. Merci Pierre-François. C'est vrai que ô combien qu'on ne sort pas indemne d'une visite à Yad Vashem, ce mémorial créé en 1957 à Jérusalem, comme on ne sort pas indemne d'une visite ou d'un voyage aujourd'hui à Auschwitz-Birkenau, comme le fit il y a quelques jours seulement la chancelière Angela Merkel, qui était la 3e présidente allemande et qui parla alors de honte et de rupture de la civilisation. Vous l'avez cité, tu l'as cité Pierre-François, nous avons le bonheur et la chance d'avoir l'ambassadrice d'Israël avec nous et je demande à Aliza bin Noun de venir nous rejoindre à la tribune. Shalom, Ve'erev Tov. Monsieur le Président du Comité français pour Yad Vashem, Madame le Premier ministre, Madame la Ministre, Messieurs le Ministre, Monsieur le Président du CRIF, chers Beate et Serge Klarsfeld, Messieurs les maires, Messieurs le Grand Rabbin de France, cher Anne Sinclair, Madame le Rabbin, Monsieur le Président de l'Union libérale israélite de France, Madame la Directrice des relations avec les pays francophones à l'Institut Yad Vashem, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions juives et des lieux de mémoire, Mesdames, Messieurs, chers amis. C'est un honneur de me trouver parmi vous ce soir, à l'occasion des 30 ans du Comité français pour Yad Vashem. Je tiens à remercier très sincèrement son président Pierre-François Weil pour le travail extraordinaire qu'il accomplit au quotidien, ainsi que tous les membres du mémorial et plus généralement tous ceux qui s'engagent aux côtés de Yad Vashem. Plus qu'un lieu de mémoire, c'est une institution que nous honorons ce soir. Une institution qui a vu le jour en Israël, mais qui agit à travers la planète tout entière, comme ici en France, depuis maintenant 30 précieuses années. Jamais nous ne pourrons assez remercier Yad Vashem et ceux qui le font vivre pour tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils feront. Du lendemain de la Shoah à l'antisémitisme qui ronge nos sociétés modernes, Yad Vashem nous éclaire et tente de faire rayonner la lumière de la tolérance et de la fraternité par-delà des frontières. Cela grâce à des actions continues en faveur de l'enseignement, de l'éducation et du devoir de mémoire. Les programmes mis en place par Yad Vashem sont salutaires. Ils sont une pierre apportée à l'édifice du savoir et de la paix face aux ténèbres qui voudraient nous avaler dans les limbes de la haine, du rejet et de la barbarie. Car oui, l'antisémitisme rôde
il obscurcit nos vies et endeuille nos quotidiens. Chers amis, pour la première fois, l'ONU a publié un rapport en octobre dernier sur l'antisémitisme. Les constats dressés sont alarmants. En Argentine, par exemple, cette année, le nombre d'actes antisémites a augmenté de 100%. En France, ils ont augmenté de 74% l'année dernière. L'antisémitisme n'a pas disparu, non. Et pire encore, il s'amplifie. Tandis que l'antisémitisme qu'on peut qualifier de classique trouve chaque jour de nouveaux adeptes, de nouvelles formes se développent afin de dissimuler la haine du juif sous les oripeaux de positions socialement acceptables et confortables. C'est le cas de l'antisionisme. Ne l'oublions pas, l'antisémitisme est bien une nouvelle forme d'antisémitisme, comme l'a appelé ou rappelé le président Emmanuel Macron à l'occasion de la commémoration de la rafle du Veldiv en 2017. Une position que le président français a de nouveau défendue en février dernier devant le CRIF en déclarant, et je cite, « L'antisémitisme est une forme moderne de l'antisionisme est une forme moderne de l'antisémitisme et appelant à la plus grande vigilance contre ce qui cache derrière le rejet d'Israël, la négation même de l'existence d'Israël, la haine des Juifs la plus primaire. » Je saisis d'ailleurs cette occasion pour saluer l'adoption par l'Assemblée nationale mardi dernier de la résolution visant à définir l'antisémitisme afin de mieux le combattre. L'adoption de ce texte important est un symbole fort de l'engagement de la France dans notre lutte commune contre l'antisémitisme, à la veille du déplacement du président de la République en Israël à l'occasion du 75e anniversaire de la libération du camp d'extermination d'Auschwitz. Je formule également le vœu qu'un tel texte soit aussi adopté au Sénat, ainsi qu'au niveau local, et que cela serve d'exemple à d'autres États en Europe et ailleurs. L'engagement dans la bataille contre l'antisémitisme nous rappelle combien nous sommes attachés aux valeurs démocratiques de tolérance, de respect qui ont fondé nos sociétés et nos nations. Israël comme la France se retrouvent ainsi dans le combat contre le terrorisme international qui s'en prend au monde occidental et dont mon pays est particulièrement la cible. Nous l'avons encore vu récemment lors d'un épisode de violence intense où des centaines de roquettes ont été envoyées sur la population civile israélienne depuis Gaza. Ces attaques sont l'incarnation de la menace iranienne qui pèse sur Israël, puisque tant de djihad islamiques que le Hamas sont les avatars de l'Iran, tout comme le Hezbollah qui continue d'accroître ses capacités militaires au Liban en toute impunité. Aujourd'hui, 120 missiles et roquettes de Hezbollah sont ainsi braqués sur Israël, sans compter le développement des missiles guidés de précision. Ces proxys de Téhéran et l'Iran lui-même ont juré de rayer mon pays de la carte et ne cessent de clamer leur sombre dessein à la face du monde. Cette haine est symptomatique du refus du droit d'Israël à exister en tant qu'État-nation de peuple juif. C'est d'ailleurs au nom de ce même rejet que militent les partisans du boycott, qui se rendent ainsi coupables d'incitation à la haine et à la violence, à l'encontre de la seule démocratie de toute la région. Pourtant, face à ces dangers, de plus en plus menaçants, Israël se dresse comme un rempart à la persécution, à la violence et la haine antisémite. Israël est à la fois une force et un répit pour tout juif au monde. Comme le disait mon père, rescapé de la Shoah, et dont les parents ont péri à Auschwitz, si Israël avait existé dans les années 40, la Shoah n'aurait pas eu lieu. Israël est un refuge
duquel nous pouvons travailler à l'éducation et aspirer à la paix. On ne rappellera jamais assez l'importance de l'éducation, de l'enseignement et de la transmission. Car par l'éducation que l'on peut espérer un jour parvenir à la paix dans un monde éclairé et juste. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci Madame l'ambassadrice. Je demande maintenant à Miri Gross, la directrice des relations avec les pays francophones de l'Institut Yad Vashem, de venir nous rejoindre. Bonsoir. Son Excellence Madame l'ambassadeur d'Israël en France, Aliza Binoun, Monsieur le Président du Comité français pour Yad Vashem, Pierre-François Weil, Monsieur le Grand Rabbin de France, Chaim Corsia, Baruch Haba, Serge et Beat Klarsfeld, Dr Chaim Gertner, directeur des archives de Yad Vashem, également présent parmi nous ce soir. Chers tous, bonsoir. Commémorer, rechercher, documenter, enseigner et transmettre. Tels sont les piliers fondateurs de Yad Vashem, pour lesquels le Comité français se fait le relais dans l'Hexagone. Depuis maintenant 3 décennies, le Comité français s'illustre dans 3 axes de première importance. La collecte des feuilles de témoignage, les DAFED, la constitution des dossiers de demande de reconnaissance pour les justes parmi les nations et le soutien à l'enseignement et à la transmission. Il y a une 30aine d'années, les comités de Yad Vashem à l'étranger voyaient le jour. Celui de France s'inscrit bien évidemment dans cette volonté de représenter et promouvoir Yad Vashem à travers le monde. Ce 30e anniversaire que je suis heureuse de partager ici avec vous tous est pour moi l'occasion de remercier le comité, son président Pierre-François Weil et ceux qui l'ont précédé, Paul Schaffer, Richard Prasquier et Samuel Pizarro, qui n'est plus là, mais représenté par sa femme et sa fille. Sans oublier, bien sûr, son personnel dévoué, les bénévoles qui s'investissent cœur et âme, et corps et âme aussi, dans cette noble mission qui est la nôtre. Il y a 30 ans, un groupe de rescapés de la Shoah se réunissait autour de Samuel Pizarro pour fonder le Comité français pour Yad Vashem dans un but très précis, celui de soutenir les activités de Yad Vashem, mais en particulier l'impressionnant projet de construction de la vallée des communautés alors en cours en cette fin des années 80. Samuel Pizarro, Sylvain Kahn, Paul Schaffer, Charles Corin, Joseph Zoberman, plus tard rejoints par Maxi Librati et Louis Grobard, tous rescapés de la Shoah, témoins directs de cette période sombre de l'histoire. Ils étaient revenus des affres nazis avec le récit de leur parcours dans les dédales de l'horreur. Un récit si fort, si parlant. Le temps passe, les temps changent, et nous avons devant nous un vaste défi. À ce témoignage du vécu, à cette mémoire du réel, il nous faut trouver d'autres moyens pour continuer à transmettre. C'est justement à cette vaste et noble mission que s'attelle Yad Vashem. Depuis son établissement, ses équipes s'emploient à rassembler toutes les preuves, documents d'archives, documents personnels, témoignages, objets, œuvres d'art, lettres, mais aussi des photos ou des journaux intimes qui nous aident à relater les bouleversements de cette époque, sur le plan historique et sur le plan personnel aussi. Avec ces 210 millions de pages de documentation, 130 000 témoignages vidéo des rescapés, 500 000 photos de noms de 500 000 photos et les noms de 4,8 millions de victimes. Yad Vashem possède aujourd'hui la collection la plus importante sur la Shoah. Ces fragments de l'histoire, comme Yad Vashem les appelle, sont aussi les fils
qui nous permettent de reconstituer les parcours personnels de leurs auteurs et de documenter le sort des Juifs pendant la Shoah. Des récits de vie qui viennent étoffer de leur dimension humaine le narratif de la Shoah pour toucher et sensibiliser les générations d'aujourd'hui et celles de demain. L'histoire de la famille Oronchik et beaucoup d'autres sont présentées dans le musée d'histoire de la Shoah de Yad Vashem. En 1926, Esther Oronchik, enfant, arrive de Pologne pour s'installer à Paris avec sa famille. Elle épouse un autre immigrant polonais, Nissan Frenkel. En 1940, le couple accueille son petit Richard. En mai 1941, Nissan Frenkel est arrêté et interné au camp de Bonne-la-Rolande. Le 17 juillet 1942, deuxième jour du Veldiv, Esther et Richard font partie des raflés. Envoyés à Pithiviers, ils seront séparés, puis tous deux déportés à Auschwitz. Dans le train pour Auschwitz, Esther écrit ces derniers mots sur une carte qu'elle jette du wagon. Vendredi, le 7 août 1942. Mes chers, hier, dans la première minute, on m'a encore appelé pour le départ. Je suis donc dans le train. Mon Richard, je ne sais pas où il est. Il est encore à Pithiviers. Sauvez mon enfant, mon petit bébé innocent. Qu'est-ce qu'il doit pleurer? Nos souffrances, c'est rien. Sauvez mon Richard, ma poupée. Je ne peux pas écrire. Mon cœur, mon Richard, mon âme est loin, et personne ne défend mon enfant de 2 ans. Mourir vite, ô mon enfant, donnez-moi mon Richard. Esta. 5 semaines après avoir été arraché des bras de sa mère, Richard sera à son tour déporté à Auschwitz. Every single Jew who was murdered in the Shoah had a name, a life, a story. With every name, testimony, artifact, or document, we are able to piece together the world that was, and to pass on the legacy of the victims and survivors to future generations. To give back names and identities to every single victim of the Shoah.
Bien des années plus tard, des descendants de la famille Oronchik confieront à Yad Vashem la carte d'Esther, mais aussi son chemisier rouge, un porte-plume en bois fabriqué par Nissan Frenkel depuis Bonne-la-Rolande pour le 2e anniversaire de son fils Richard, un petit lit de poupée fabriqué pour Francine, la cousine de Richard, ainsi que des photos d'époque et des documents d'archives. Grâce à tous ces éléments, l'équipe de Yad Vashem a pu reconstituer le destin de la famille Oronchik, une histoire bouleversante qui s'inscrit dans le récit de la Shoah en lui apportant une dimension humaine et personnelle. Telle est notre mission, telle est notre volonté et notre responsabilité. Perpétuer le souvenir des victimes emportées dans la Shoah, raconter encore et toujours, témoigner plus que jamais et enseigner pour construire notre avenir et celui de nos enfants. Le destin de la famille Oronchik n'est qu'un exemple de l'histoire de la déportation de France, mais un exemple parlant, évocateur, qui constitue une pièce d'évidence pour les générations futures. Par le biais de ce travail de reconstitution, Yad Vashem est bien décidé à tout mettre en œuvre pour lutter contre l'oubli, contre la déformation et la banalisation de la Shoah qui nous menace de manière insidieuse chaque jour un peu plus. Merci de votre attention. Et maintenant, avant de continuer notre soirée, je vous invite pour un instant à nous rejoindre sur le mont du souvenir à Jérusalem. Throughout the extensive campus of Yad Vashem on the Mount of Remembrance in Jerusalem, hidden behind the scenes, the largest collections of Shoah-related art, artifacts and documents in the world are preserved for posterity. In order to know what we lost, we have to reconstruct this huge puzzle, to gather everything and to give access to all what was gathered. Yad Vashem is using a unique methodology and a state-of-art technology in order to share all that knowledge with everyone, researchers, educators, students, and the public at large worldwide. They came from Yad Vashem to talk to everybody and to explain why it's so important to give them the things to preserve. They can preserve it much better than we can at home. This way it's been taken care of. Behind each one of the items in the Yad Vashem collections, there are life stories of human beings. The items enable us to hear the voices of individuals, families, and communities. You have things you can look at, and you have things you can touch, and you can hear, and you have other senses you can use. It's another way that we can experience and remember and cherish the memories and carry them to the next generation, to our children. It is our moral duty for the victims and for humanity to safeguard the Yad Vashem collections for posterity. The new Shoah Heritage Building will enable Yad Vashem to do so. Even before the establishment of the State of Israel, Yad Vashem has been painstakingly collecting every relevant item and source of information that can enlighten us about the Shoah. As the torch of remembrance is being passed to the next generations, Yad Vashem's collections play an increasingly important role in telling the story of the Shoah. Yad Vashem needs the space and conditions to preserve our art, artifacts and archival collections for the future. Help us make the Shoah Heritage Campus a reality.
très touchée que Pierre-François Weil m'ait demandé d'être l'invité d'honneur de ce dîner des 30 ans du Comité pour la France, du Comité français pour Yad Vashem. Généralement, avec ce genre d'invitation où l'on vous demande de vous exprimer, on dit généralement oui avec enthousiasme en juin, oui avec plaisir en septembre. En novembre, on se dit zut, pourquoi est-ce que j'ai accepté ça? Et quand ça arrive, on traîne les pieds. Mais je vous rassure, ce n'était pas du tout le cas cette fois, sauf peut-être la crainte de la grève, et tous ceux qui l'ont bravé aujourd'hui savent de quoi on parle. Ce n'était pas le cas cette fois pour plusieurs raisons. D'abord parce que Pierre-François Weil me l'a demandé, que j'ai infiniment d'amitié pour lui, pour son frère Jean, de tendresse pour toute la famille, que j'ai aimé très fort Simone et Antoine, auxquels je pense non seulement très souvent et particulièrement dans les moments où il se passe en France ou dans le monde des événements sur lesquels ils nous auraient alertés, comme l'effacement de la mémoire, la disparition des tabous, la banalisation de la parole, l'ignorance de plus en plus grande de ce que fut la Shoah jusqu'aux profanations des cimetières juifs en Alsace et ailleurs. Deuxièmement, parce que Yad Vashem, Myri, est cher à mon cœur. À chaque fois que je vais à Jérusalem, je m'efforce de m'y rendre, toujours avec la même émotion et le même recueillement, et je suis avec amitié tout ce que fait le Comité français pour Yad Vashem. Parce que la préservation de la mémoire de la Shoah est essentielle pour la bonne santé morale des peuples qui l'ont vécue, mais aussi parce qu'honorer les justes, et il en a été longuement question, et je sais qu'on le fait avec application et attention à Yad Vashem, est d'une importance absolue. Il s'agit en effet de célébrer l'héroïsme de ceux qui, individus ou associations, personnes morales ou lieux de mémoire, on parlait de Chambaud-sur-Lignon tout à l'heure, ont mis leur vie en péril pour sauver des juifs. Et c'est une leçon pour tous, qu'on soit juif ou non juif, français ou étranger, à l'abri du confort ou réfugié persécuté, de voir ce que l'homme peut avoir de meilleur, la compassion, l'aide, le souvenir. Si bien que c'est de cela, encore une fois, comme la soirée de ce soir y est consacrée, c'est de la mémoire dont j'aimerais vous dire un mot ce soir. Je fais partie d'une génération déjà vieille, née après la guerre. Une génération qui a sans doute vécu une des périodes les plus heureuses de l'humanité. Pas de guerre, en tout cas ici en France. Pardon, Madame l'ambassadeur, je parlais pour la France. En tout cas pour la France et l'Europe occidentale. La prospérité, bien que toujours inégalement répartie entre riches et pauvres dans tous les pays du monde. Un accès de plus en plus grand à l'enseignement, même si dans notre pays, le dernier classement PISA sur les écoles françaises ne nous met pas à l'honneur en ce qui concerne les inégalités d'accès à l'éducation. J'ajoute dans cette période heureuse de notre histoire collective des progrès considérables pour les femmes, une maîtrise de leur procréation pour la première fois de leur histoire, une demande d'égalité de plus en plus reconnue, une mobilisation de plus en plus grande contre les violences de toutes sortes. Enfin, en ce qui concerne les valeurs, ces dernières 50 ou 70 ans aussi sont teintées d'optimisme. La mise au banc de l'humanité dans la théorie, pas dans les faits, bien sûr, hélas, du racisme et de l'antisémitisme. L'absence des outrances que nous avons connues il y a moins d'un siècle, encore une fois en Europe occidentale. Un rejet absolu de l'antisémitisme de la part de nos concitoyens, même si, je le disais, les temps ne sont plus aussi cléments qu'hier. Le soutien actif, en tout cas, de nos gouvernements, de nos gouvernements. L'antisémitisme existe toujours et j'y reviendrai, mais l'antisémitisme d'État dans nos pays a disparu et c'est une sacrée différence. Alors je ne veux pas parler de la montée des périls, comme on disait quand j'allais à l'école à propos des années 30, surtout que rien ne permet de comparer, mais de l'indispensable transmission, même si le mot paraît usé, dévoyé,
rabâchées. Et comme rien ne vaut les histoires personnelles, je vais vous dire 2 ou 3 mots de la mienne, ou plutôt de celle de ma famille. Mes ancêtres faisaient partie de ceux qui se nommaient eux-mêmes des Israélites. Le mot a pratiquement disparu, sauf auprès des timides qui n'osent pas prononcer le mot de juif, et auprès des antisémites qui ne veulent pas s'avouer comme tels. Ils étaient des Français assimilés, certains depuis le XVIe siècle, pour la plupart avec des origines venues des shtetl, des bourgs juifs de Lituanie ou de Pologne, ou encore d'Espagne, puis d'Afrique du Nord. Mes parents et grands-parents sont nés à Paris, mais mon arrière-grand-père maternel est venu de Bratislava, et ma grand-mère paternelle était d'Alger. Si bien que j'ai toujours su, que j'étais juive, et que j'ai revendiqué haut et fort mon judaïsme, sinon religieux, n'écoutez pas monsieur le rabbin, madame la rabbin, sinon religieux du moins, d'appartenance culturelle et historique, bien que j'ai donc le sentiment très intense de mon enracinement dans une histoire belle, tragique, forte, complexe, je n'ai pas toujours posé les questions que j'aurais dû poser. C'est tardivement que j'ai ressenti le besoin de creuser plus avant mes origines, et je l'ai fait dans un livre publié il y a donc quelques années qui s'appelait 21 rue La Boétie, autour de mon grand-père Paul Rosenberg, Claire le rappelait tout à l'heure, qui était marchand d'art. Et j'ai voulu retracer la grande aventure de l'art moderne entre les 2 guerres notamment, mais surtout et aussi raconter comment s'entrecroisent la petite et la grande histoire, comment ma famille maternelle a eu la chance de fuir le nazisme et l'occupation, comment l'ironie de l'histoire a voulu que la galerie d'art de mon grand-père, qui était un temple de la beauté, devienne le siège du hideux Institut d'études des questions juives, qui était une sorte de temple de la honte, et qui était à l'origine notamment de cette immonde exposition qui a eu lieu au Palais Berlitz au début de l'occupation, et qui appelait à distinguer les Juifs des Français. J'ai donc raconté comment une famille qui se croyait à l'abri des secousses tragiques du destin, un grand-père qui avait fait la guerre de 14, s'est retrouvé humilié, déchu de sa nationalité, obligé de fuir son pays, sa culture, et qui a évité la déportation grâce à la chance et à sa présence d'esprit. Eh bien, cette histoire, que je connaissais pourtant dans les grandes lignes, qu'on m'avait un peu racontée, je me suis mise à la creuser qu'à partir de 60 ans. Bien sûr, dès que j'ai été en âge de comprendre, j'ai lu un nombre considérable de livres sur la Shoah. Mais les histoires des familles, vous le savez bien, ne se transmettaient pas si facilement que ça. Les anciens ne voulaient pas raconter, de peur de ne pas être crus d'abord, et puis par volonté de vivre, je dirais, de revivre dans le présent et dans l'avenir. Et moi, encore une fois, je n'ai pas posé assez de questions ou on ne m'a pas assez raconté quand il aurait fallu. Du côté de mon père, c'est pareil. J'ai fait des recherches que je n'avais jamais faites sur mon quart séfarade. Et oui, j'avoue, je ne suis pas une pure ashkénaze. Mon quart séfarade, donc celui de ma grand-mère paternelle, sur ma famille juive d'Algérie, venue d'Espagne à l'Inquisition, puis établie à Livourne et de là en Afrique du Nord et établie à Alger au début du XVIIe siècle. Quelle était leur vie ? Quels étaient leurs métiers, leurs professions, leurs activités? C'est dans les livres de Benjamin Stora ou de Lucette Valency que je les ai connus, plus que par le témoignage direct. Comment, par exemple, ma grand-mère, qui enfant a dû quitter Alger en 1898, quand Édouard Drummond, vous savez, l'auteur de La France juive, a été élu comme député de la ville, en pleine affaire Dreyfus, et alors que des manifestations violemment anti-juives et meurtrières qui l'ont accompagnée. J'ai bien connu ma grand-mère, elle a disparu quand j'avais 16 ans, et pourquoi je ne lui ai jamais fait raconter tout ça? Je travaille actuellement, Serge Klarsfeld le sait, sur l'histoire du père de mon père, que lui je n'ai pas connu, comme diraient des amis très bien intentionnés, heureusement que tu n'as que 2 grands-pères, parce que sinon, qu'est-ce qu'on en entendrait? Il a été arrêté en 1941 dans une grande rafle, interné à 80 km de Paris, dans le camp de Compiègne, et il a dû sa survie
à la chance, si j'ose dire, c'est-à-dire à la maladie, qui l'a fait évacuer dans les hôpitaux. À l'acharnement aussi de ma grand-mère, au fait qu'en 1941, la solution finale n'était pas encore au point et que régnait encore une certaine pagaille dans la bureaucratie allemande. Il est mort dans son lit des suites de cet internement inhumain et pas dans une chambre à gaz, ce qui est une chance que n'ont pas connue la plupart des 76 000 déportés de France. Eh bien, je ne savais pratiquement rien du camp de Compiègne, qui est moins resté dans les mémoires que celui de Drancy. Dans la salle est ici, je l'ai salué ce soir, le président de l'association de la mémoire du camp de Compiègne. C'était un camp nazi en France, administré par la Wehrmacht et dirigé en fait par la Gestapo. L'on n'y mourait pas dans les chambres à gaz, l'on ne brûlait pas dans les fours crématoires, mais la famine, les privations, les mauvais traitements ont décimé le camp et les détenus sont devenus des spectres. C'est surtout un camp d'où est parti, au bout de 3 mois d'internement, en mars 1942, le premier convoi de Juifs de France vers Auschwitz. Serge Klarsfeld et le mémorial de la Shoah savent tout sur ce sujet, mais moi qui croyais être averti, je n'en savais rien jusqu'à il y a peu. Et pourtant, je connaissais les travaux de Serge et de Beat et l'immense monument qui est le mémorial de la déportation des Juifs de France, érigé par Serge. J'avais tout lu, ou presque, sur la rafle du Veldiv, j'avais lu bien sûr Marius et Paxton, et les remarquables livres de Laurent Joly sur Vichy et les Juifs. Mais voilà, je n'avais rien demandé, on ne m'a rien raconté des rafles qui ont précédé celles de juillet 1942 et qui ont été moins commémorées. Il se trouve que je n'ai retrouvé presque aucun document venant de ma famille, pas de lettres, pas de témoins, et je tâtonne à l'aveugle en ce qui concerne mon grand-père. Comment s'en est-il sorti? Qui l'a aidé? Comment s'est-il caché jusqu'à la libération avant de mourir au retour de mon père qui revenait de la France libre? Alors ce soir, je n'ai pas de message, juste peut-être une requête. C'est de dire aux plus jeunes, demandez, demandez. Et aux plus vieux, racontez. Même si les témoins directs ont disparu, les générations qui suivent ont capté des bribes de leur histoire. Cette transmission, c'est indispensable, ça se fait par les livres, par l'art, les arts, le cinéma, le théâtre, mais d'abord par le récit. Sensibilisons les générations à venir, emmenons-les au mémorial de la Shoah, emmenons-les à Auschwitz-Birkenau quand ils sont plus grands. Parlons-leur des justes qui ont sauvé nos familles, sans les traumatiser, mais avec des récits adaptés à leur âge. Des citoyens avertis sont des citoyens qui réagissent quand les symboles nous frappent au visage. Je pense bien sûr à l'antisémitisme qui renaît à l'extrême droite et à l'extrême gauche, mais pas seulement. Moi, je m'alarme quand je vois que des intellectuels, je pense à Sylviane Agacinski, je pense à Mohamed Sifawi, ne peuvent pas tenir des débats contradictoires à l'université, l'une sur la PMA, l'autre sur le fondamentalisme islamique. Je m'indigne quand je lis qu'on a brûlé les livres d'un ancien président de la République, François Hollande, dans une université du nord de la France, brûler des livres en France en 2019. J'ai sursauté en voyant que l'étoile jaune que portèrent pour certains nos parents, pour moi mes grands-parents, est aujourd'hui détournée avec hypocrisie. Comment ne pas être meurtri quand on voit des dizaines de tombes, je le disais, profanées à plusieurs reprises en Alsace cette année? Je me rappelle l'immense émotion qui avait saisi la France en 1990, en pleine explosion de l'extrême droite, suite à la profanation du cimetière juif de Carpentras, pour laquelle, 6 ans plus tard, seulement 4 néo-nazis ont été arrêtés. La semaine dernière, on a eu droit à quelques images dans les journaux télévisés, des entrefilés dans les journaux. Aujourd'hui, les néo-nazis renaissent en Allemagne, les suprémacistes blancs en Australie, comme aux États-Unis. La transmission active, la mémoire, ce sont des sonnettes d'alarme qui doivent s'activer quand les symboles sont atteints. Quand le gouvernement de Viktor Orban en Hongrie affiche d'immenses photos du juif George Soros, l'homme à abattre. Quand Trump peut, avec mépris et cynisme, laisser tomber les Kurdes qui se sont battus pour nous. Quand les premières victimes du terrorisme islamique sont des musulmans. Quand on voit se noyer des enfants en Méditerranée.
Quand on entend sur les réfugiés qui recherchent protection et asile chez nous des propos hideux, qui veulent les stigmatiser comme des ennemis qui veulent remplacer les Français, vous savez, le grand remplacement qui a d'ailleurs pour défenseurs des négationnistes notoires. Quand plus d'1 million de ressortissants ouïghours, cette minorité turcophone musulmane en Chine, sont parqués dans les camps de torture au Xinjiang et que Pékin prétend que les détenus sont en fait des étudiants qui doivent simplement obtenir leur diplôme. Je n'ai cité que quelques exemples de ce que nous vivons en ce moment dans le monde et qui est loin d'être exhaustif. Il faut s'indigner, se mobiliser, mais pour le faire, il faut avoir en tête ce qui a été vécu par les générations précédentes. Et j'allais dire, les Juifs peut-être plus que d'autres, parce qu'ils savent. Alors je ne veux pas finir d'assombrir la soirée, on a eu une musique absolument merveilleuse. Et je vais peut-être tenter de vous faire juste sourire un instant. En pensant à la soirée de ce soir, je m'étais dit l'autre jour que j'allais essayer de raconter des bribes de l'histoire familiale à mon petit-fils de 5 ans. C'était sans doute un peu tôt. J'ai bien fait de ne pas lui raconter l'histoire du petit Richard Frankel, parce que je crois que ça l'aurait vraiment trop bouleversé. Mais ce petit garçon délicieux n'a pas tout compris, heureusement. Et a un peu tout mélangé parce qu'il m'a dit « Les nazis, c'est bien les méchants qui gagnent les guerres et qui gagnent au foot. » Alors je lui ai dit que d'abord ils avaient perdu la guerre et qu'au foot c'était pas les nazis mais les Allemands qui souvent avaient gagné, mais que les Français gagnaient eux aussi, ce qui l'a évidemment beaucoup rassuré. Ma tentative n'était peut-être pas très judicieuse ni très appropriée, nous tâtonnons tous pour savoir comment raconter, mais je suis persuadée qu'il faut parler aux générations qui suivent, témoigner, raconter les histoires de ceux qui ont souffert, de ceux qui ont été sauvés, des justes qui l'ont fait. C'est cela la vie, la chaîne qui relie les humains. Vous connaissez sûrement ce mot de Lévinas, ultra célèbre, vivre, c'est recevoir, célébrer et transmettre. Merci.